Bonjour, cette vidéo est une présentation détaillée d'une réalisation personnelle pour laquelle je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé de nom. Le système assure une transmission de qualité d'un flux audio sur un réseau filaire Ethernet, soit en unicast, c'est-à-dire un émetteur vers un seul récepteur, soit en multicast, c'est-à-dire un émetteur vers plusieurs récepteurs. Je me veux pédagogique, néanmoins il y a certainement des choses qui pourraient être mieux dites, voire mieux réalisées, mieux conçues. J'espère pouvoir bénéficier de votre indulgence. Je pense que ce système peut être utile à des sections de BTS système numérique ou encore à des BUT du génie électrique pour les phases de projet. Je tiens tous les sources à disposition, c'est-à-dire source assembleur, source C, source Kotlin pour une application Android, ou encore les designs écrits en VHDL. Je tiens donc tout cela à disposition sur simple demande. Je souhaite juste savoir, connaître l'exploitation que vous souhaitez en faire. Tout est sous licence générale GNU, publiée par la Free Software Foundation. Alors voici le synoptique général du système. On commence par la partie émission avec l'émetteur qui présente une entrée analogique stéréo et une entrée numérique SPDIF coax et aussi sur fibre optique avec un connecteur Toslink. Le flux audio est ensuite transmis en Ethernet sous UDP, en unicast ou en multicast, vers un réseau local composé de un ou de plusieurs switches. Il est d'ailleurs déconseillé de transmettre le flux via des routeurs, le routage IP amenant des retards qui perturbent la fluidité du message audio. Ça a été remarqué en utilisant les ports Ethernet d'une Livebox 5. Il s'avère que ces ports relèvent d'un routage IP plutôt que d'un simple switch. En fait, les éléments d'interconnexion ne doivent pas dépasser le niveau 2. De l'autre côté se trouvent les récepteurs avec une diffusion multicast possible vers 32 récepteurs maximum. L'adressage IP se fait dans ce cas en classe D. Le nombre de récepteurs n'est en fait pas limité, mais l'ajustement des paramètres audio par l'appli Android, qui sera évoqué ultérieurement, ne peut se faire que sur un parc de 32 récepteurs maximum. Dans le cas d'une transmission unicast vers un seul récepteur, on utilise évidemment les adresses de classe A à C. Les récepteurs ont une sortie analogique stéréo et une sortie analogique mono, somme des deux canaux, moins 3 dB, pour éviter un décalage de niveau audio à la hausse. Concernant les switches, il est préférable d'utiliser des switches qui intègrent le protocole IGMP Snooping. Ça vaut une trentaine d'euros environ pour un appareil de 8 ports, afin d'envoyer le flux audio uniquement vers les ports sur lesquels sont branchés des récepteurs. Si le switch n'intègre pas un tel protocole, une diffusion générale est faite vers tous les ports, ce qui peut charger inutilement le réseau. À savoir que pour que l'IGMP Snooping s'applique, il est nécessaire qu'un IGMP carrier soit présent sur le réseau. Il y a des box qui intègrent cette fonctionnalité. On ne rentrera pas ici dans les détails du protocole IGMP, de nombreux documents existent sur le net. Comme dit précédemment, une appli Android permet de régler les paramètres audio, de façon assez précise d'ailleurs, alors bon, on entend par là volume, balance, aigu, médium, basse, simultanément de tous les récepteurs du site, ou encore d'un groupe de récepteurs ou d'un seul récepteur. Pour ce dernier cas, les échanges se font de façon plus sécurisée sous TCP. Cette appli Android impose la présence d'un point d'accès Wi-Fi sur le réseau, assuré par une box par exemple, la même que celle qui va fournir l'IGMP carrière. On fait ainsi d'une pierre deux coups.
Quelques chiffres importants, un arrêt sur image permettra de lire le détail des calculs. On travaille à une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz avec des échantillons de 24 bits. On a 2 canaux. Cela permet d'obtenir une qualité audio tout à fait respectable, dite qualité studio. Un tel format impose sur le réseau un flux absolument continu de 2 304 000 bits par seconde. Autre point important, la latence du système, elle est imposée par la taille des buffers de réception des récepteurs, qui est donc de 16 kilo-octets, ce qui amène une latence maximale de 57 millisecondes. Concernant le prix, à la louche, sans coffret, eh bien pour un émetteur, un maximum de 90 €, pour un récepteur, un maximum de 70 €. Alors voyons maintenant à quoi tout cela peut bien servir avec un premier cas d'utilisation, dit le cas d'utilisation domestique. Imaginons donc une maison d'habitation câblée Ethernet et donc le système peut se présenter comme une solution multiroom. Imaginons 3 grandes zones dans la maison, la zone dite des pièces de vie, le salon, la cuisine, le bureau. Ensuite, un espace nuit, donc la chambre des parents, la chambre de Marion, de Romain, la salle de bain et des annexes, l'atelier, la véranda, garage. Et donc, dans tout cela, dans toutes ces pièces, à chaque fois, il y a un récepteur câblé en Ethernet. Et dans une pièce de la maison, le bureau, le salon, on peut imaginer un PC avec donc un service de diffusion de musique en ligne de qualité, une sortie numérique de préférence sur ce PC et le récepteur connecté bien sûr sur le réseau Ethernet de la maison. Et donc le flux audio serait envoyé en multicast vers tous les récepteurs. L'appli Android, non représentée ici, permet d'ajuster l'audio dans chaque pièce ou dans des groupes de pièces. Sachant que dans les pièces, derrière les récepteurs, il faut installer des enceintes amplifiées ou encore pour les pièces de vie telles que le salon, on peut très bien imaginer un bon ampli hi-fi et de bonnes enceintes hi-fi. Un deuxième cas d'utilisation à l'échelle d'un site tel que par exemple un lycée, généralement câblé en Ethernet, on peut imaginer des groupes de récepteurs au niveau de chaque bâtiment de l'établissement. À la loge, il y aurait l'émetteur, derrière une console de mixage sur laquelle serait connecté un micro d'annonce, une source audio musicale ou encore le système automatique de diffusion des séquences audio qui marque les débuts et les fins de cours. L'appli Android permettrait un réglage fin des paramètres audio pour chaque salle, groupe de salles ou le site entier. Cette même appli permettrait aussi de sélectionner précisément les salles concernées par les annonces micro. Bien sûr, chaque récepteur doit être suivi d'enceintes amplifiées. Une troisième application possible en sonorisation, en intérieur ou en extérieur, pour essentiellement déporter des enceintes sur de longues distances. En extérieur, cela peut s'avérer utile sur un stade, une plage, dans une kermesse, un vide-grenier. En intérieur, le système peut trouver son utilité pour retransmettre des forums, des colloques, des concerts dans diverses salles. On peut imaginer donc une console de mixage de laquelle on sortirait en numérique vers un émetteur. L'émetteur serait connecté en Ethernet sur un switch qui peut comporter un point d'accès Wi-Fi de telle façon à pouvoir assurer une communication avec l'appli Android.
Et de ce premier switch, eh bien, on peut partir avec divers segments Ethernet vers les zones où se trouveraient des récepteurs avec derrière des enceintes amplifiées ou encore récepteurs suivis d'un ampli de sonorisation et derrière des enceintes passives. Les câbles Ethernet permettraient d'avoir de longues distances pour un coût relativement faible. À noter que derrière les récepteurs, il peut être utile d'assurer une remise à niveau à l'aide de boîtiers, par exemple dits boîtiers DI, de telle façon à adapter les niveaux grand public RCA au niveau d'entrée professionnelle des amplis de sonorisation. Le Wi-Fi serait utile uniquement si on souhaite régler pendant la prestation les paramètres audio des différents récepteurs. Cela peut être pré-réglé avant la prestation et dans ce cas, pas de nécessité d'appli Android et pas de nécessité d'un point d'accès Wi-Fi. On peut dire que la transmission qui certes est en UDP, eh bien dans le cas présent peut être considérée comme fiable. Car effectivement, sur l'installation, seul l'émetteur parle. Et donc à partir de là, on n'a pas de risque de collision Ethernet. Certes, l'appli Android peut parler aussi, mais cela permet d'évoquer une petite faiblesse de l'architecture car lors de l'envoi par l'appli d'une nouvelle valeur de paramètres audio, cela provoque une interruption de service audio des récepteurs de 200 à 300 millisecondes. Cette interruption n'a pas lieu dans le cas de l'envoi d'un paramètre vers un seul récepteur car cela se fait en unicast TCP. Une dernière chose sur ce type d'utilisation, eh bien, on pourrait imaginer, ça n'a pas été testé, que comme il est nécessaire d'amener la tension secteur sur chaque zone de réception pour alimenter le switch, le récepteur et les amplis, on pourrait imaginer utiliser des modules courant porteur CPL qui permettraient de transmettre, recevoir le flux audio. Au final, le câblage se limiterait à un câble électrique. Forcément nécessaire. Certes, attention au parasitage possible des lignes par des appareils divers au comportement électrique douteux. Jetons maintenant un œil sur le schéma fonctionnel de l'émetteur. L'essentiel de l'architecture repose sur un microcontrôleur PIC18 assisté d'un CPLD de la série Max2 de ex-Altera. Altera a été repris par Intel. Le tout est cadencé par un oscillateur à 49 mégas 152. Cet oscillateur cadence d'ailleurs pratiquement l'ensemble du système, y compris le pic. Une seule horloge de base permet d'éviter des phénomènes de glissement de phase pouvant nuire à l'audio, ce que l'on appelle la gigue ou encore le jitter en anglais. Le design du CPLD est écrit en VHDL, le composant est occupé à près de 93% de ses ressources. Le programme PIC est écrit en assembleur en raison d'une optimisation obligatoire du code. À 49 mégas 152, cela fait un temps de cycle instruction de 81,4 nanosecondes. Devant le CPLD, on trouve le WM8804 qui a sa propre horloge à 12 mégas et qui permet d'amener au système une entrée numérique SPDIF, soit en coax, soit en fibre optique sur connecteur Toslink. Un inverseur mécanique permet de sélectionner l'une ou l'autre. Le flux audio numérique SPDIF est converti au format I2S par le WM8804 à destination du CPLD par la ligne ici de données. À noter que le WM8804 est configuré en mode esclave vis-à-vis de l'I2S, vis-à-vis des horloges de l'I2S.
On a aussi un convertisseur analogique numérique audio stéréo, un WM8783 de ex-Volson. Volson a été repris par Cirrus Logic. Ce convertisseur est aussi assorti I2S. Il est esclave aussi au niveau des horloges. Et donc, ce convertisseur analogique numérique permet au système d'avoir une entrée analogique stéréo. Un inverseur mécanique permet le choix entre les entrées numériques ou les entrées analogiques. Le design intégré dans le CPLD génère les diverses horloges nécessaires au bon fonctionnement de l'I2S. Ces horloges sont obtenues à partir de divisions successives par 2 de l'horloge à 49 mégas 152, ce qui permet au final notamment d'obtenir la ligne I2S LR-CLK, l'horloge mot de l'I2S, à 48 kHz, c'est-à-dire à la fréquence mot du système, à la fréquence d'échantillonnage du système. L'I2S est désérialisé sur 48 bits, 24 bits par canal, au sein du design donc du CPLD, pour être rendu disponible à l'émission Ethernet à l'aide du module WIZnet à base de W5500. Cela amène à la seconde partie du design qui assure un SPI haute vitesse à 49,152 mégabits par seconde afin d'assurer une communication haute vitesse entre le PIC et le module réseau. L'interface de communication du W5500 est uniquement en SPI, pouvant atteindre une fréquence d'horloge théorique de 80 MHz selon WIZnet. Cela dit, ce dernier garantit néanmoins un bon fonctionnement jusqu'à 33 MHz. Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème à 49 mégas, y compris notamment sur ma précédente réalisation, le boîtier de scène 8.8 Ethernet ADAT présenté sur mon site adls-dev.com autour de la sono-développement.com. Il est néanmoins très important de minimiser la longueur des connexions entre le W5500 et son maître SPI intégré dans le CPLD. Et donc attention au dessin de la carte imprimée. Petite remarque, le PIC certes intègre déjà un SPI, mais il ne peut fonctionner qu'au quart de sa fréquence d'horloge, qui d'ailleurs est au maximum de 64 mégas. Et pour cette application audio, cela s'avère totalement insuffisant, vu le format de l'audio qui a été décidé. Les signaux annexes du WIZnet, on entend par là la ligne d'interruption, la ligne CS du SPI ou encore le reset, sont pilotés par le PIC. Certes, en traversant le CPLD, au cas où ce dernier aurait eu à exploiter ces signaux, cela s'est avéré par la suite inutile. La communication PIC WIZnet se fait donc via le mode opératoire suivant. En écriture-lecture, le PIC présente la donnée en parallèle sur 8 bits, puis génère une impulsion positive sur le signal F2. La donnée poussée à l'extérieur, cela impose de connaître le fonctionnement de base de la liaison SPI. Donc la donnée poussée à l'extérieur du WIZnet peut être récupérée après avoir validé les 8 buffers à l'aide du signal ici F3. Le signal F1 permet de commander l'envoi de 48 bits issus de l'audio vers le W5500. Pour la petite histoire, cet envoi est effectué en 977 nanosecondes. Au niveau du PIC, le traitement du flux audio est uniquement fait sous interruption.
à la fréquence MO de l'I2S, c'est-à-dire on récupère le signal LRCK généré au sein du CPLD. Alors cette interruption sur front descendant a lieu tous les 20,83 microsecondes, c'est-à-dire cela correspond à la période d'échantillonnage du audio. La routine sous interruption doit donc se dérouler en moins de 20 microsecondes, d'où un codage impératif en assembleur. Le plus gros a maintenant été vu. Il reste à parler de la détection de saturation sur les entrées analogiques. Afin d'être le moins intrusif possible sur les signaux issus de la source, ces derniers sont présentés à des amplis opérationnels afin d'élever l'impédance. Les sorties des amplis sont ensuite présentées via des entrées analogiques aux deux comparateurs intégrés au microcontrôleur. Le programme principal scrute la sortie de chaque comparateur afin d'allumer la LED correspondante. Afin d'allumer la LED correspondante en cas de saturation. À noter que la référence utilisée pour les comparateurs est issue d'un convertisseur numérique analogique sur 8 bits intégré au PIC. On a aussi, pour terminer, une LED bicolore qui permet de visualiser l'état du système. Si la LED est en vert fixe, alors le système est en exploitation normale. Le flux audio est en cours d'émission sur le réseau. Si la LED émet des flashs verts, cela indique que l'émission sur le réseau est suspendue, car l'interrupteur config est fermé. Dans le cas d'alternance rapide rouge-vert, c'est que le système est en attente de configuration car l'interrupteur config était fermé au moment de la mise sous tension. Si, à l'issue de cela, la LED est en vert clignotant après l'envoi par Ethernet de la configuration, eh bien cela indique que la configuration a été bien reçue. Si par contre la LED clignote en rouge, eh bien cela indique un échec de la configuration. Alors concrètement pour cet émetteur, cela donne la réalisation suivante. On a ici au fond la platine CPLD avec le connecteur JTAG pour l'implantation du design. On a l'oscillateur à 49 mégas 152, changé car à 50 mégas à l'origine et donc incompatible avec le système. On a le microcontrôleur PIC et son connecteur de programmation in situ. Là-haut, sur RCA, on a les entrées analogiques. Le signal est amené au convertisseur analogique numérique via des condensateurs de liaison Muse de Nichicon qui sont recommandés pour l'audio. On a ensuite ici deux potentiomètres ajustables, un par canal, qui permettent un réglage fin de l'allumage des LED de saturation. Derrière ces potentiomètres, on a un ampli opérationnel par canal dont l'objectif est de monter l'impédance de la détection de la saturation afin de ne pas charger, de ne pas influer sur la source analogique. On passe ensuite à la partie numérique qui repose essentiellement sur le WM8804 dont la soudure n'est pas évidente. Ce circuit a son propre oscillateur et donc ici on a un quartz à 12 MHz. Au niveau des entrées numériques, on a ici le connecteur Toslink pour la fibre optique et ici un connecteur RCA pour l'entrée numérique sur coax SPDIF.
On a un inverseur mécanique ici qui permet de choisir entre l'entrée numérique fibre ou l'entrée numérique sur coaxial. Ensuite, on a un deuxième inverseur mécanique qui permet de choisir entre les entrées numériques et les entrées analogiques. On passe au réseau avec ici le module WIZnet à base de W5500. Et enfin, pour les alimentations, on part du secteur 230 volts pour arriver ici à du 12 volts continu via une petite alim à découpage. De ce 12 volts, on a un premier régulateur 9 volts ici qui permet d'amener la tension nécessaire aux amplis opérationnels. De ce 9 volts, on enchaîne sur un régulateur 5 volts qui permet d'amener la tension sur la platine CPLD. Sur cette platine se trouve un régulateur 3 volts 3 qui permet d'alimenter le CPLD lui-même, mais ce 3 volts 3 est aussi récupéré pour alimenter le PIC, le convertisseur analogique numérique, le module WIZnet et le WM8804. Et aussi d'ailleurs l'entrée Toslink. Le circuit imprimé a été sous-traité chez jlcpcb.com. Les composants passifs sont en CMS au format 1203. Il y a également des composants de l'autre côté de la platine. Les schémas sont présentés en post-scriptum de la vidéo. Passons au schéma fonctionnel du récepteur. L'architecture de base est identique à celle de l'émetteur. On retrouve le CPLD et le PIC. Mais cette fois, l'I2S fonctionne en émission pour attaquer un DAC audio stéréo, un WM8521 encore de chez Wolfson. À partir de ces sorties analogiques, ce convertisseur est suivi d'un processeur audio de ST Microelectronics, un TDA 7418, qui à l'origine est davantage destiné aux applications audio dans l'automobile. Néanmoins, ici, il remplit parfaitement son rôle. Ce circuit esclave I2C, commandé par le PIC, permet des réglages précis de volume de plus 15 dB à moins 79 dB, plus une position mute, et intègre un égaliseur paramétrique 3 bandes, donc à chaque fois pour chaque bande de plus 15 à moins 15 dB, autour des basses, des médiums et des aigus. Tous les ajustements sont assez précis car ils se font par pas de 1 dB. La présentation à venir de l'appli Android montrera plus en détail les ajustements possibles. On a aussi une LED bicolore pour visualiser les états du système. Si cette LED est en vert fixe, alors le système est en exploitation normale. Le flux audio est en cours de réception depuis le réseau. Si la LED est en rouge fixe, cela signifie une rupture de réception du flux audio. Si la LED émet des flashs verts, alors le système est en cours de réinitialisation car l'interrupteur config a été fermé. Dans le cas d'alternance rapide rouge-vert, de vert ou de rouge clignotant, c'est que l'appareil est en phase de configuration comme exposé pour l'émetteur. La réalisation d'un récepteur est plus légère. On retrouve la même architecture de base que pour l'émetteur avec le CPLD, le microcontrôleur PIC et le module réseau. Par contre, on a cette fois un convertisseur numérique analogique, un DAC, suivi du processeur audio TDA 7418 qui permet d'obtenir via les condensateurs de liaison de la série Muse les sorties analogiques sur connecteur RCA. On a la sortie stéréo et la sortie mono. Oublié lors de la présentation de l'émetteur, on a ici un interrupteur qui permet de passer en mode configuration.
Pour les alimentations, eh bien, on part toujours du secteur 230 volts pour arriver via cet alim à découpage à du 12 volts continu. Un premier régulateur 9 volts permet d'obtenir la tension nécessaire à la partie analogique du DAC et au processeur audio. Ensuite, de ce 9 volts, on enchaîne sur un second régulateur de tension, 5 volts, qui permet d'alimenter la platine CPLD. On utilise toujours sur cette platine le régulateur 3 volts 3 pour alimenter le CPLD lui-même. On récupère ce 3 volts 3 pour alimenter le PIC, le module réseau et aussi la partie numérique du convertisseur numérique analogique. Le schéma est aussi présenté en post-scriptum de la vidéo. La carte CPLD est achetée sur AliExpress à un prix intéressant. Attention, il existe plusieurs versions. Pour ma part, je privilégie la version avec la présence des condensateurs de découplage autour du CPLD. Le module WizNet provient également de la même source. Alors, le système fait appel à des CPLD, sans lesquels rien n'aurait été possible. Les développements à destination de ces composants, et à plus forte raison pour des FPGA, imposent de passer par des étapes de simulation. Dans le cas présent, elles ont été faites sous modèle SIM. On ne détaillera pas ici la mise en œuvre d'une simulation sous ce logiciel, des tutos existent sur le net. Il faut néanmoins rappeler que le simulateur vit dans un monde idéal dans lequel il n'y a pas vraiment de contraintes physiques et ce n'est pas parce qu'une simulation est satisfaisante que le design pourra être synthétisé avec le compilateur de Quartus et implanté dans le composant final. Un des pièges à éviter est notamment l'affectation d'un signal au sein de plus d'un process ou d'un process et en résultat d'une équation logique. Pour chaque conception, le fichier VHDL mondesignbench.vhd contient un design qui n'est absolument pas synthétisable d'ailleurs, intégré comme un composant dans le système à simuler. Ce composant permet d'obtenir des vecteurs de simulation qui sollicitent les entrées du système à tester. Le couplage des deux designs s'obtient en commentant ou en décommentant les lignes indiquées dans chaque design à développer, c'est-à-dire ceux des fichiers VHDL de l'émetteur et du récepteur. Un autre fichier utile pour la simulation est le fichier monbench.do, qui est un script de commande qui éventuellement compile les designs, lance la simulation et liste les signaux que l'on souhaite visualiser dans l'éditeur graphique de Model Sim. À la fin du fichier sont précisées les bases, au sens de hexadécimal, décimal, pour l'affichage des valeurs numériques des signaux regroupés au sein de bus. Les simulations sont ensuite lancées sur 100 000 nanosecondes, soit 100 microsecondes. Une dernière information importante, mais qui concerne la synthèse avec Quartus. Il a été créé un fichier de contraintes.sdc pour chaque appareil, tel que émetteur.sdc pour le CPLD de l'émetteur. Son contenu est minimaliste, il a juste été précisé les caractéristiques de l'horloge de base à 50 MHz, soit 20 nanosecondes de période avec un rapport cyclique d'un demi par défaut. Certes, la fréquence effective est de 49 mégas 152, mais la légère différence n'a pas d'importance ici. Cette unique contrainte précisant l'horloge de base semble suffisante. Un détail, cette ligne ici permet de préciser que les temps sont en nanosecondes avec 3 décimales après la virgule. Alors à titre de démonstration, on va lancer ici la simulation du CPLD de l'émetteur.
Je suis ici donc dans le répertoire qui contient les fichiers nécessaires à cette simulation. À noter quelques imprécisions sur les noms de fichiers. Donc néanmoins je vois ici le fichier bench, bon peu importe, .vhd. C'est donc le fichier qui contient le design qui amènera les vecteurs de simulation. C'est donc un VHDL qui n'a de sens uniquement pour la simulation et qui n'est d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, pas synthétisable au sein de Quartus. On retrouve ici le fichier, le script de commande .do. Et là, eh bien, on a le projet, le fichier .mpf, c'est-à-dire le Model Sim Project File. Oui, je vois une désignation ici BitPerfect, qui est un truc que j'ai glané à une certaine époque sur Internet. J'avoue ne pas trop savoir ce que cela signifie. Est-ce que c'est adapté pour ce projet? Je ne sais pas. Toujours est-il que je comprends ça comme une transmission audio sans aucune compression. Le design à simuler dans le cas présent, eh bien, il n'est pas ici, pardon, il est plutôt là, c'est-à-dire un étage au-dessus dans l'arborescence. Et le design simulé est composé du fichier bitperfectemeter.vhd et aussi du fichier can.vhd, qui est un design VHDL de réception d'un flux de données I2S. On retourne dans la simulation, on lance donc le projet Model Sim de cette simulation de l'émetteur. Ça démarre, pas dans la bonne fenêtre, ça va arriver. Voilà, c'est parti. Très bien, on s'aperçoit que tous les designs ont été compilés. Ensuite, ici, petite vérification pour voir si on se situe dans le bon répertoire. Eh bien, oui, c'est bon. Et maintenant, il suffit de lancer le script de commande. Voilà, comme ceci, monbench.do. Ça y est, la simulation est lancée. Ça tourne, pas d'insulte, ça se passe bien. Ça va finir par rendre la main. Oui, toi après, parfait, j'ai dit après, voilà, on a récupéré la main et normalement on a ici, hop, voilà, la fenêtre graphique qui montre les signaux simulés, la fenêtre graphique de Model Sim. Vite, on fait on ramène tout l'ensemble de la simulation sur la fenêtre avec un zoom full, voilà, comme ceci. Ici, on va diminuer le chemin des signaux en cliquant là. À la limite, on étale ça pour mieux visualiser l'ensemble de ces signaux. Et puisque nous sommes sur la simulation de l'émetteur, il est important de montrer le cheminement entre l'entrée des signaux I2S issus du convertisseur analogique numérique ou du WM8804 jusqu'à la ligne MOSI, M-O-S-I, c'est-à-dire Master Out Slave Input du W5500. Tous ces signaux sont à montrer synchronisés sur des horloges. Alors ici on s'aperçoit donc on a l'horloge bit de l'I2S, on a également l'horloge mot de l'I2S. Ça commence à ce niveau-là. On va zoomer un petit peu, donc là je vais faire un zoom autour du curseur, c'est-à-dire eh bien la touche C. Voilà, oui, c'est pas mal. Donc peut-être encore une fois, si en espérant que ça n'est pas de trop. Non, voilà, c'est parfait. Et donc, on s'aperçoit ici que le signal, le LRCLK est à 0.
donc pendant la transmission des données I2S du canal audio gauche, et là le signal est à l'état bas, est à l'état haut, pardon, c'est-à-dire pendant la transmission des données I2S relatives au canal droit. Alors, toutes ces données sont synchronisées sur l'horloge I2S bit. Donc ici, j'amène le curseur sur, hop, voilà, non, sur ce front montant, parfait. Et là, on voit ici sur cette ligne le signal I2S des données issues du convertisseur analogique numérique. Ensuite, pardon, eh bien, on va avancer là-dedans. Donc là, le bit est à 1. Ici, eh bien, je vais avancer jusqu'au prochain front montant donc de ce signal bit de l'I2S. Voilà, donc j'ai un 1, j'ai ici un 0. Ensuite, j'ai un 1, j'ai ensuite un 0, c'est-à-dire en hexadécimal, cela nous fait A, que l'on retrouvera à la fin de la séquence d'ailleurs ici. Ensuite, j'avance toujours, voilà, donc ça me fait 1, 0, 0, 0, soit un digit hexa à 8, puis maintenant 0, 0, 1, 0, soit un digit hexa à 2. Donc là j'ai le 8, là j'ai le 2 qui a suivi. Ensuite je vois qu'il y a un autre 2, c'est-à-dire ça doit faire 0, 0, 1, 0, parfait. Donc là le 22 vient de passer, donc toujours en provenance bien sûr de l'I2S. Ensuite, on avance, 0, 1, 1, 0, c'est-à-dire c'est le 6 qui se trouve ici. Ensuite, 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire un 8, 68 en tout donc pour l'octet complet. Voilà, ça y est, c'est transmis pour les 24 bits du canal gauche de l'I2S, sachant que l'I2S est prévu pour 32 bits. Bon, ben, les bits suivants sont dans un état qui n'a pas d'importance. Ensuite, on va avancer jusqu'ici. Voilà, jusqu'à ce, pardon, qui va y aller, oui. Voilà, jusque ce premier bit de poids fort de l'I2S pour le canal droit. Donc on avance, donc ça me fait 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, c'est-à-dire c'est le AA qui se trouve ici. Ensuite c'est un 9, donc 1, 0, 0, 1, oui. Ensuite c'est un C, 1, 1, 0, 0. Oui, puis un 1, donc 0, 0, 0, 1, puis un 2, 0, 0, 1, 0. Ça y est, les données I2S du canal droit ont été reçues. Je rappelle que ce signal a été créé de toutes pièces par un vecteur de simulation dans le fichier bench.vhd. Et on arrive ici à la fin, donc sur ce front descendant du signal LRCK, du signal MO de l'I2S. On décale tout par ici. Donc ça y est, les données ont été latchées dans un buffer du CPLD et sont prêtes à être récupérées pour l'envoi vers le W5500, c'est-à-dire le module WIZnet réseau. Petit zoom, on met le curseur ici au centre, touche C pour zoomer autour de ce curseur, voilà. Donc on voit ici que l'on a reçu, on a simulé ici une impulsion en provenance du microcontrôleur PIC pour lancer l'émission des 2 fois 24 bits, c'est-à-dire des 48 bits reçus de l'I2S vers le réseau via le SPI du W5500. Et donc on retrouve le signal MOSI du SPI. Et là ici l'horloge par rapport à laquelle l'horloge du SPI par rapport à laquelle tout est synchronisé. Un détail, on s'aperçoit que cette horloge est directement la copie de l'horloge de base du système, c'est-à-dire l'horloge à 49 mégas 152.
Donc on se place au début de la séquence, chaque bit est validé dans le W5500 sur un front montant de l'horloge SPI. Et donc ici, alors bon, je rappelle, la donnée envoyée c'est celle qui a été reçue et latchée ici depuis donc l'I2S. Donc là je suis à 1, donc je suis en train d'envoyer le A. Donc toujours validé sur front montant de l'horloge SPI. Voilà, donc un 1. Je vais jusqu'au prochain front montant ici de cette horloge SPI. Oui, j'y vais, voilà. 0, 1, 0, c'est-à-dire on a envoyé le A. Puis 1, 0, 0, 0, on a envoyé le 8. 0, 0, 1, 0, on a envoyé le 2. 0, 0, 1, 0, on a envoyé le deuxième 2, c'est-à-dire celui-ci. Ensuite, je lis, attention, ce que je suis en train de lire, c'est ici, sur la ligne MOSI du signal SPI à destination du W5500. Et puis voilà, ça suit son cours, parfait, jusqu'à la fin, et on retrouve donc, on envoie donc bien la même séquence sur le réseau que celle qui a été reçue sur l'I2S. Terminons ce chapitre sur la simulation avec le cas du récepteur, où il faut montrer le cheminement entre la sortie des données via le SPI et donc la ligne MISO du W5500 jusqu'à la ligne de données I2S en entrée du convertisseur numérique analogique. Chaque signal doit être montré aligné sur l'horloge qui va bien. Voici le dossier donc qui contient les fichiers de cette simulation du récepteur. On y voit le design qui contient les vecteurs de simulation, le fichier, le script des diverses commandes de la simulation et là le fichier projet modèle sim. À l'étage supérieur, on se retrouve dans le dossier exploité par Quartus, avec notamment le fichier VHDL principal et ici un composant VHDL qui permet d'envoyer des données vers un composant I2S. Revenons donc dans le dossier de la simulation et on lance le projet Model Sim. Model Sim donc se lance. Voilà. Voilà les fichiers qui vont être pris en compte, qui ont déjà été compilés avec succès. On vérifie que l'on se trouve dans le bon dossier. Oui, c'est bon. Puis on lance le script qui va donc démarrer la simulation. On attend de récupérer la main. Voilà. La fenêtre graphique visualisant les signaux se construit. Ça y est, on a récupéré la main. Pas d'insulte particulière. Réduisons les noms d'accès aux signaux. Les chemins d'accès aux signaux, visualisons correctement le nom de ces signaux, voilà. Ensuite, un zoom full permettra d'amener l'ensemble de la simulation dans la fenêtre. On s'aperçoit donc que la simulation a bien été exécutée en 100 000 nanosecondes, c'est-à-dire 100 microsecondes. Les choses se passent en deux temps, donc ici, première période qui consiste à aller récupérer les données sur la FIFO du W5500 via le SPI, et deuxième période, à partir d'ici, l'envoi des données via l'I2S sur le DAC. Donc, on va s'intéresser plus précisément à la première période. Petit zoom curseur pour visualiser cela, voilà, ça suffit. Alors, qu'y a-t-il à relever là-dedans ? Eh bien, on a ici ce signal
Data for DAC, données pour le DAC. Cette impulsion est générée par le microcontrôleur PIC, qui reste donc le chef d'orchestre du système, et c'est la façon pour le microcontrôleur de dire au DAC va récupérer dans la FIFO de réception du W5500 48 bits de données audio. Et donc ça y est, ça démarre. Ici on a le signal horloge SPI, qui est d'ailleurs la copie de l'horloge principale du système à 49 mégas 152, ce qui permet donc de dire que l'envoi et la réception de données SPI se fait à un débit de 49 152 000 bits par seconde. Donc ici, premier front d'horloge de l'horloge SPI, et parallèlement à cela, on va regarder ici, eh bien, on a les données en provenance de W5500, plus précisément dans le cas présent, en provenance du vecteur de simulation correspondant. Et donc au final, on doit recevoir cette séquence binaire sur 48 bits. Premier bit là, donc on doit recevoir le premier octet qui est A8, donc je me rends, donc j'ai déjà un premier bit ici à 1, je vais au front montant d'horloge SPI suivant, voilà, donc je lis un 0, ensuite 1, 0, ça y est, j'ai reçu le quartet pour le A, puis 1, 0, 0, 0, j'ai reçu le quartet pour le 8. Maintenant, je reçois 0, 0, 1, 0, c'est-à-dire le premier 2, puis 0, 0, 1, 0 pour le deuxième 2, puis après le 68, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0 pour le 6, puis 1, 0, 0, 0 pour le 8. À ce stade, on a reçu les 24 bits à destination du canal gauche pour le SPI. Les 24 bits suivants, c'est-à-dire la séquence AA9C12, eh bien, on y va. Donc, on reçoit le premier bit. Voilà, 1, 0, 1, 0 pour le premier A, 1, 0, 1, 0 pour le second A, puis 1, 0, pour le 9, 0, 1, oui, ça y est, pour le 9. Ensuite, le C, 1, 1, 0, 0. Puis pour le 1, 0, 0, 0, 1. Pour le 2, 0, 0, 1, 0. Voilà. Et à ce niveau-là, ça y est, on a latché dans le CPLD, eh bien, ces 48 bits qui vont être envoyés par la suite vers le DAC. Petit détail, on peut s'amuser à estimer la durée de cette récupération dans le SPI de ces 48 bits. On positionne un curseur en début de séquence, puis un deuxième curseur à la fin de cette séquence, voilà, et on s'aperçoit ici que le temps écoulé est de 966 nanosecondes. En clair, les données ont été reçues, ont été récupérées dans le W5500 en moins de 1 microseconde. On va s'intéresser maintenant à la deuxième grande étape de cette simulation du récepteur. On refait un zoom full et cette deuxième étape commence ici et elle consiste à envoyer les données latchées ici, donc les données reçues du W5500, à les envoyer sur le SPI à destination du DAC. Donc on va zoomer un petit peu au niveau de ce curseur, peu importe le curseur, parmi les deux, voilà. Hop, 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 hop. Parfait. Et donc ici, on a l'horloge mot de l'I2S, qui est aussi à la fréquence d'échantillonnage à 48 kHz, et on a au-dessus l'horloge bit de l'I2S.
Et là, ici, eh bien, on a les données qui vont être envoyées vers les données qui vont sortir du CPLD à destination de l'entrée I2S du DAC. Le DAC va échantillonner chaque donnée sur le front montant de sa ligne d'horloge bit. Voilà. Donc ici, OK, donc un premier 1. En fait, on va envoyer à destination du canal gauche la séquence A8-22-68. Cette séquence se fait pendant l'état bas de l'horloge mot ici. Puis pendant l'état haut de cette horloge mot, on enverra à destination du DAC les 24 bits du canal droit. Donc ici, premier bit, il est à 1. On continue, second bit 0, 1, 0, et bien ça fait A, puis 1, 0, 0, 0, et bien ça y est, on vient d'envoyer A8. Ensuite, je rappelle, les données sont récupérées ici. Ensuite, après ce A8, on est censé envoyer 22, donc 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, ça y est pour le 22, puis 68, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0 pour le 6, 1, 0, 0, 0 pour le... pour le... 22, pour le 8, voilà. Donc ça y est, on a envoyé vers le DAC les 24 bits pour le canal gauche. On va envoyer ensuite les 24 bits pour le canal droit, c'est-à-dire les bits, la séquence AA9C12, à partir du front montant de l'horloge mot, ici. On y va. Donc, ça commence selon les spécifications I2S, toujours au deuxième front montant de l'horloge bit par rapport au dernier changement d'état de l'horloge mot. Donc ici, ça y est, on y est. Donc, on va envoyer là le AA. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 pour le AA. Puis ensuite le 9C, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1 pour le 9. Pour le C, 1, 1, 0, 0. Voilà. Ensuite, pour le 1 qui suit, c'est-à-dire le 1 qui se trouve là, eh bien 0, 0, 0, 1. Oui, et pour le 2, 0, 0, 1, 0. Voilà. Ça y est, les 48 bits I2S ont été envoyés vers le DAC. À noter que pendant ce cycle d'horloge, de l'horloge mot, on envoie vers le DAC ce qui a été reçu en parallèle depuis le W5500 au cycle d'horloge mot précédent. Passons maintenant à l'aspect logiciel et donc à l'essentiel des algorithmes des programmes embarqués dans les PIC. Par l'essentiel, on entend ce qui concerne l'émission et la réception du flux audio. Démarrons par le programme principal de l'émetteur. À noter que ce qui se trouve dans un parallélogramme orange indique une communication avec le module réseau W5500 via le SPI recréé dans le MAX2. On commence par l'initialisation de la configuration réseau générale, l'adresse de la passerelle, certes inutile ici, le masque, l'adresse MAC, car WIZnet ne fournit pas d'adresse MAC avec ses modules. C'est à l'utilisateur final de l'affecter en évitant tout conflit. On termine cette configuration avec l'adresse IP du module. Une fois cette configuration réseau effectuée, on ouvre la socket 0 du W5500 en UDP unicast ou multicast selon le mode de fonctionnement choisi. L'intégralité de la mémoire disponible pour les émissions réseau, c'est-à-dire 16 kilo-octets, est affectée à la FIFO de cette socket 0. On initialise ensuite un compteur de paquets de 6 octets à 0. On rappelle que 6 octets correspondent à 2 échantillons audio, 1 par canal. En effet, ce sera au bout de 242 paquets de 6 octets, soit un total de 1452 octets, qu'une trame Ethernet sera envoyée sur le réseau. Cette trame contient donc 1452 fois la période d'échantillonnage, soit en tout 30,3 millisecondes d'audio stéréo.
Cette gestion est faite au sein de la routine sous interruption exposée après. On initialise ensuite un pointeur sur la FIFO d'émission de la socket 0. Dans le W5500, les FIFO sont organisés en buffer circulaire. Le buffer étant de 16 kilo-octets, seuls les 14 bits de poids faible du pointeur sont exploités par le composant, ce qui permet d'obtenir un rollover implicite sur ce buffer sans se soucier de cela lors de chaque avancée du pointeur de 6 positions. Cette gestion est aussi faite au sein de la routine sous interruption exposée après. Puis on autorise les interruptions sur le front descendant de LRCLK. À partir de là, le flux audio est émis. Ce programme principal entre alors dans une boucle infinie dans laquelle on se contente de scruter les deux comparateurs dédiés à la détection de clips sur les entrées analogiques stéréo pour piloter les LED de visualisation de saturation. Voyons maintenant la partie sous interruption de l'émetteur. Cette routine est déclenchée tous les 20,83 microsecondes par le front descendant du signal LRCLK de l'I2S. Dans ce protocole, cette horloge est à la fréquence d'échantillonnage. Pendant son état bas, les 24 bits de l'échantillon du canal gauche sont transmis en série, bit le plus significatif d'abord. Les 24 bits de l'échantillon du canal droit sont transmis pendant l'état haut. Comme mentionné précédemment, il est donc impératif que cette routine d'interruption s'exécute en moins de 20 microsecondes, d'où l'écriture en assembleur de façon à optimiser le code. On a envie de dire « eh oui » par rapport à ce que l'on peut entendre sur l'assembleur. Cette routine commence par l'écriture des deux derniers échantillons reçus de l'I2S, soit 6 octets envoyés sur la socket 0 du W5500 à l'adresse désignée par le pointeur. À noter que parallèlement à cela, le CPLD reçoit et stocke les échantillons en cours de réception du convertisseur analogique numérique ou du W8804 dans le cas d'utilisation des entrées numériques. On incrémente ensuite le compteur de double échantillon, puis on avance le pointeur de 6 positions sur la FIFO. Lorsque le compteur de double échantillon arrive à 242, on le réinitialise à 0. On met à jour le pointeur sur la FIFO dans le W5500 lui-même, car cela ne se fait pas tout seul, et on valide l'envoi de la trame de 1452 octets de données audio. À partir de là, la trame part sur le réseau. On passe maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire aux algorithmes de la partie récepteur qui sont un peu plus complexes. Pour le programme principal, on commence par l'initialisation de la configuration réseau générale telle qu'exposée pour l'émetteur. Une fois cette configuration réseau effectuée, on ouvre la socket 0 du W5500 en UDP unicast ou multicast selon le mode de fonctionnement choisi. L'intégralité de la mémoire disponible, soit 16 kilo-octets, pour les réceptions réseau du W5500 est affectée à la FIFO de cette socket 0. On ouvre ensuite la socket 1 en TCP, destinée à recevoir les ordres de configuration pour le processeur audio TDA7418 depuis l'appli Android. Certes, aucun buffer de réception ne peut être affecté à cette socket car tout l'espace mémoire a été pris par la socket 0. Néanmoins, en cas de données envoyées sur cette socket, le W5500 basculera quand même sa ligne d'interruption à l'état bas, permettant d'être informé qu'un système distant, en l'occurrence l'appli Android, souhaite envoyer des données. Dans le cas d'une utilisation en multicast, on ouvre
aussi la socket 2 en UDP multicast destinée à recevoir des données pour le processeur audio. Cette socket ouverte sur tous les récepteurs permet d'envoyer une commande de configuration audio depuis l'appli Android qui sera traitée simultanément par tous les récepteurs. Comme pour la socket 1, cette socket n'a pas la possibilité à ce stade de stocker les données reçues, mais peut prévenir par la ligne d'interruption que l'appli Android souhaite envoyer un ordre de configuration audio. Initialisation ensuite d'un booléen utilisé pour indiquer que la FIFO de réception du flux audio est suffisamment remplie pour valider l'envoi du flux audio vers le DAC. Bien sûr, la réception n'étant pas encore activée, ce booléen est dans un premier temps affecté à faux. On initialise ensuite un compteur à 0 de paquets de 6 octets, soit 2 échantillons audio, un par canal. Ce compteur permettra de repérer un début de trame tous les 1452 octets de données audio reçues et donc de ne pas considérer les 8 prochains octets au début de cette trame. Car en réception UDP, sur un module WIZ-NET, ces 8 octets contiennent l'IP, le port de destination et le nombre d'octets reçus. Cette gestion est faite au sein de la routine sous interruption exposée après. On initialise ensuite un pointeur sur la FIFO de réception de la socket 0 selon le même mode de fonctionnement que celui exposé sur la FIFO de l'émetteur. Cette gestion est aussi faite au sein de la routine sous interruption exposée après. Puis on autorise les interruptions sur le front descendant de LRCLK de l'I2S. À partir de là, le flux audio est attendu. Le traitement de ce flux est totalement réalisé sous interruption. Le programme principal est maintenant à l'écoute par scrutation de la ligne d'interruption du WIZ-NET d'une réception d'un ordre audio, soit en TCP, donc évidemment en unicast sur la socket 1, ou en multicast sur la socket 2. Dès le basculement de cette ligne d'interruption, on inhibe les interruptions et donc le traitement de la réception audio. On ferme ensuite toutes les sockets pour ouvrir uniquement celle sur laquelle la réception a été constatée. Cette ouverture, faite dans un second temps, se fait avec une capacité mémoire de 2 kilo-octets afin cette fois de pouvoir recevoir les données de configuration audio envoyées par l'appli Android. Ce processus, qui peut paraître un peu lourd, est indispensable car il faut rappeler que les sockets 1 et 2 sont d'abord ouvertes sans mémoire allouée à leur buffer de réception. Bien sûr, cela implique que l'appli envoie à nouveau ces données, après même une reconnexion dans le cas d'un envoi en TCP sur la socket 1. Si l'ordre est reçu en TCP, il est directement envoyé sur le processeur audio via une émulation logicielle de maître émetteur I2C. Si par contre l'ordre est reçu en UDP multicast, on vérifie le positionnement à 1 du bit correspondant à cette instance du récepteur dans le champ de 32 bits codé sur 4 octets dans la trame. Si c'est le cas, l'ordre est envoyé au processeur audio. La socket ouverte est ensuite refermée et on replace le système en mode réception du flux audio. Ce traitement de l'ordre audio amène à évoquer la faiblesse du système car ce processus, qui peut prendre 2 à 300 millisecondes, provoque une incapacité à traiter le flux audio et donc un silence en sortie. Pour une mesure précise, il suffirait de mettre l'oscillo sur la LED d'état qui passe du vert au rouge puis revient au vert. Le dernier algorithme est celui de la partie sous interruption du récepteur.
Comme pour l'émetteur, cette routine est déclenchée tous les 20,83 microsecondes par le front descendant du signal LRCLK de l'I2S. On commence par récupérer le nombre d'octets encore présent dans la FIFO de réception de la socket 0 du module réseau. Cette valeur est exprimée sur 14 bits en raison de la taille de 16 kilooctets du buffer. Plus précisément, on récupère les 6 bits de poids faible de l'octet de poids fort. On ne s'intéresse pas à l'octet de poids faible car cette valeur peut ne pas correspondre à l'octet de poids fort, en raison du temps écoulé entre les deux lectures du registre codé sur 2 octets dans le W5500. Pour la suite, ce nombre d'octets est appelé N. Si le flux audio est déjà en cours d'envoi vers le DAC, on vérifie que N est bien différent de 0. Si tel est le cas, on va vers la suite de l'algorithme qui traite de l'envoi d'octets de la FIFO vers le DAC. Si par contre N est nul, cela sous-entend qu'il ne reste qu'un maximum de 255 octets dans la FIFO. On désactive alors l'envoi des deux données sur le DAC. Il en résulte un silence audio consécutif à un problème de réception. On remonte un peu. S'il n'y a pas d'envoi vers le DAC en cours, en raison donc d'une absence de données dans la FIFO, c'est-à-dire une rupture de la réception du flux audio ou un démarrage du système, on attend que la FIFO se remplisse d'un minimum de 14 592 octets avant d'autoriser l'envoi des données sur le DAC. Si tout va bien au niveau de la FIFO, on passe dans la partie qui traite de l'envoi des données audio jusqu'au DAC par paquet de 6 octets, soit un échantillon par canal. Comme mentionné dans l'étude du PP, du programme principal, on identifie à l'aide du compteur de 6 octets le début de trame qui se présente tous les 242 paquets de 6 octets, soit tous les 1452 octets conformément à ce qui a été vu lors de l'étude de la partie émission. Le but est de se débarrasser de l'entête de 8 octets de la trame UDP. Cela se fait en décalant le pointeur sur la FIFO de 8 positions chaque fois que le compteur de 6 octets a été réinitialisé à 0. Certes, à ce stade, on ne devrait pas parler de trame, mais plutôt parler de segments par rapport à la pile IP, TCP, UDP. On incrémente ensuite le compteur de double échantillon que l'on réinitialise à 0 s'il atteint la valeur de 242. On demande ensuite au CPLD d'envoyer les 6 octets de la FIFO du W5500 au DAC à partir de l'adresse contenue dans le pointeur qui est ensuite décalé de 6 positions puis transféré au W5500 pour qu'il puisse effectivement mettre son pointeur à jour sur sa FIFO. Repositionnement qui ne se fait pas tout seul. Cette routine se termine en validant la lecture au sein du W5500. Alors bien sûr, tout appareil installé sur un réseau doit être configuré, ce qui nous amène à cette procédure de configuration d'un émetteur ou d'un récepteur. Alors comme sur beaucoup d'appareils, la procédure de configuration est activée lorsque la mise sous tension se fait pendant que l'interrupteur config est fermé. À partir de là, la configuration est attendue sur la socket 0 du W5500, ouverte en mode macro, que l'on peut traduire en mode Mac brut. On exploite ainsi uniquement la trame Ethernet, il n'y a pas d'usage d'une pile IP, UDP, TCP. Ce mode permet de ne pas être astreint à figer une première adresse IP de base à chaque appareil. Seule son adresse MAC est utilisée pour la procédure. Toute configuration est mémorisée dans la 2EPROM du PIC et rappelée après chaque redémarrage du système, que ce soit à chaud ou à froid.
La nouvelle configuration est redémarrée aussitôt l'interrupteur config ouvert. Cela signifie qu'il n'est pas obligatoire de couper et de remettre l'alimentation. À noter qu'après chaque configuration, les paramètres audio du TDA7418 d'un récepteur sont remis dans une même configuration de base. Alors la chaîne de configuration est la suivante. En fait, sur PC, on a un utilitaire de configuration pour l'envoi de la configuration. Désolé, ça fait beaucoup de configuration. Donc envoi en UDP. Cet utilitaire a été développé, j'avoue un peu à la va-vite, en C à l'aide des API des sockets Berkeley. L'utilitaire reçoit en premier argument de la ligne de commande un fichier texte qui contient la configuration souhaitée. Le détail de ce fichier texte est présenté après. Donc on est sur PC, la configuration est envoyée sur le réseau local et donc grâce à l'adresse MAC, eh bien, l'appareil concerné recevra et traitera et mémorisera cette nouvelle configuration. Alors voici le fameux fichier de configuration qui peut contenir des commentaires. Chaque ligne contenant un commentaire doit être introduite par un dièse. L'ordre des paramètres doit absolument être respecté. Le premier paramètre, c'est-à-dire celui-ci, doit être une IP libre compatible avec le réseau sur lequel se trouve le PC qui va envoyer la configuration. Une entrée statique doit être ajoutée dans la table ARP de ce PC pour associer cette IP et l'adresse MAC de l'émetteur ou du récepteur à configurer. Cet ajout se fait dans une console de commande ouverte en mode administrateur. Exemple pour Windows, on utilisera la commande netsh avec les paramètres que l'on peut voir ici, qui mettent d'ailleurs en évidence l'adresse IP et l'adresse MAC de l'appareil à atteindre. À noter aussi qu'on évoque ici le nom de l'interface. Ce nom peut être obtenu depuis le panneau de configuration du PC ou encore à l'aide de la commande ipconfig. Alors l'objectif de cette adresse IP, l'objectif ultime, c'est d'envoyer la trame Ethernet contenant les données de configuration vers l'appareil qui doit la prendre en compte. Le second paramètre, qui est inutile, mais peut-être que le W5500 le nécessite, c'est l'adresse de la passerelle. Troisième paramètre ici, le masque de sous-réseau. Paramètre suivant, l'adresse IP. On précise ensuite si l'appareil sera utilisé en unicast ou en multicast. Le paramètre suivant pour un émetteur, alors s'il est utilisé en mode multicast, ce sera l'IP de classe D du groupe multicast. Ou si c'est un émetteur utilisé en unicast, eh bien ce sera l'adresse IP du récepteur à atteindre. Ce paramètre-là, pour un récepteur, eh bien, il est utilisé que dans le cas d'un usage multicast et il doit contenir l'IP de classe D du groupe à écouter. Le paramètre suivant, eh bien, il s'intéresse uniquement à un récepteur et c'est l'identifiant à prendre en compte pour les ordres audio multicast destinés au TDA 7418. Ce paramètre a déjà été évoqué précédemment et il doit s'étaler de 0 à 31. Le dernier paramètre, il est à 1 pour que le récepteur accepte les ordres de configuration audio multicast, sinon il est à positionner à 0. Ce dernier paramètre peut néanmoins être modifié par la suite pour chaque récepteur depuis l'application Android. Alors voici un exemple de mise en œuvre de la configuration. On commence par valider cette ligne de commande que j'ai préparée préalablement.
Voilà, c'est passé. Cette ligne a ajouté une entrée statique dans la table ARP du système qui fait la relation entre l'adresse IP 192.168.1.244 et le récepteur ayant comme adresse MAC 000000080369. Ensuite, on active la configuration sur l'appareil lorsqu'il est hors tension, en fermant l'interrupteur config. On met ensuite l'appareil sous tension. Voilà. Très bien. La LED bicolore clignote rapidement rouge-vert pour indiquer que l'appareil est en attente de la trame de configuration. Ensuite, on envoie la configuration avec cette commande que j'ai préparée préalablement. Voilà, donc c'est le fameux utilitaire évoqué tout à l'heure. Et en premier argument de la ligne de commande, le fichier de configuration. Voilà, ça y est, c'est fait. La LED clignote maintenant rapidement en vert pour indiquer que la configuration a bien été reçue et qu'elle est mémorisée. Il suffit maintenant de rebasculer l'interrupteur en mode d'ouvrir l'interrupteur. Voilà, l'appareil est en attente d'un flux audio, ça y est, il a reçu le flux audio, il est maintenant prêt et il est reparti avec la nouvelle configuration. Petit tour maintenant du côté de l'application Android qui peut être montrée en cours de fonctionnement ici grâce à l'utilitaire pour PC Samsung DeX qui permet d'utiliser entre autres un Galaxy S21 sur cet écran de PC. Cette appli permet l'envoi d'ordres audio à destination des TDA 7418 intégrés dans chaque récepteur tel que celui en cours de fonctionnement ici. Plus précisément, ces ordres audio sont alors le volume général dans une fourchette de plus 15 jusqu'à moins 79 dB plus une position mute. Voilà, la musique a donc cessé. Je remets la valeur initiale qui était de 9 dB. Ensuite, on a la possibilité d'ajuster aussi le gain sur le canal gauche et le gain sur le canal droit dans la même fourchette que pour le volume général. Cela fait office de balance. Ensuite, on a aussi la possibilité de régler le gain sur la sortie mono dans, encore une fois, la même fourchette que pour le volume général. On retrouve ensuite ici les réglages consacrés à l'égaliseur paramétrique 3 bandes, avec ici la bande des aigus. Pour chaque bande, le réglage s'étale de plus 15 dB jusqu'à moins 15 dB. Là, j'active donc moins 15 dB pour les aigus, et donc la musique présente beaucoup, le signal présente beaucoup moins d'aigus. Je remets la valeur initiale. À noter qu'à chaque fois, la LED rouge sur le récepteur, sur le récepteur émet un flash rouge pour indiquer que l'ordre a été reçu. Et cela met également en évidence la faiblesse du système qui a été évoquée précédemment dans la vidéo, c'est-à-dire la disparition pendant 200 à 300 millisecondes du signal audio en sortie. Ensuite, on retrouve pour chaque bande la possibilité de choisir entre 4 fréquences centrales. Voilà. Et pour les bandes médium et basses, on a la possibilité de choisir entre 4 facteurs de qualité. Un dernier réglage audio possible qui est le gain à l'entrée du circuit dans une fourchette de 0 à 15 dB. L'application est organisée en sites à sonoriser. Cette liste déroulante découle directement d'un fichier JSON de configuration détaillé après.
Les ordres peuvent être envoyés sur l'ensemble du site, donc par exemple ici un lycée, sur un groupe de récepteurs, tel que par exemple ici le groupe du bâtiment D, là le groupe du bâtiment J, ou encore l'ordre peut être envoyé sur un seul récepteur, tel que par exemple ici la salle D2 du bâtiment D. Dans le cas de l'envoi sur un seul récepteur, l'envoi se fait en utilisant le protocole TCP. Le bouton Rappel config permet de récupérer la configuration en cours dans un récepteur, qui est celui éventuellement sélectionné dans la liste déroulante, celui désigné dans le fichier JSON pour un groupe si la sélection porte sur un groupe de récepteurs, ou celui désigné pour le site dans le cas de la sélection de tout un site. Donc par exemple ici, on sélectionne le site lycée, on clique sur le rappel de configuration et on a récupéré la configuration du récepteur référent pour l'ensemble du site. La case Ignorer ordre groupe permet pour un récepteur sélectionné d'activer ou de désactiver la prise en compte des ordres audio multicast. La case Complément permet d'envoyer des ordres multicast à tous les récepteurs, sauf ceux ou celui sélectionné dans la liste. Plus clairement, si la sélection porte sur un groupe et que cette case est sélectionnée, l'ordre sera envoyé à tous les récepteurs du site, sauf ceux appartenant à ce groupe. Si, dernier cas, la sélection porte sur un récepteur et que cette case est cochée, tous les récepteurs du site prendront l'ordre en considération, sauf ce récepteur. L'application est développée en Kotlin sous Android Studio. La structure du site à sonoriser par le système, c'est-à-dire un émetteur et ses récepteurs associés, est donc à déclarer dans un fichier JSON à éditer dans un éditeur de texte quelconque. Il y a sûrement des outils sur le net apportant une assistance à la construction de ce type de fichier. Ce fichier commence par le nom du site, ici en l'occurrence un lycée, et l'adresse IP de classe D du groupe multicast constitué par l'installation. On renseigne ensuite le récepteur référent de configuration qui sera utilisé pour la synchronisation des paramètres audio de l'appli lorsque l'utilisateur souhaite ensuite adresser des ordres audio à tous les récepteurs du site. Le fichier est ensuite organisé en groupes de récepteurs. Un groupe est assimilable à un bâtiment du site, par exemple ici le bâtiment D, un type de salle ou encore un horaire de diffusion. Après avoir indiqué le nom du groupe, on renseigne pour chaque récepteur le nom de la salle, donc ici la salle D1, son IP, ainsi que son numéro multicast. On rappelle que ce numéro, de 0 à 31, permet de cibler ou non ce récepteur lors de l'envoi d'ordre de configuration multicast. On indique ensuite le récepteur référent. On indique ensuite le référent de configuration du groupe en positionnant le booléen correspondant à true. En l'occurrence ici, ce sera le récepteur de la salle D3 qui servira de référent de configuration pour les récepteurs du bâtiment D. Et c'est donc la configuration de ce récepteur de la salle D3 qui sera ramenée dans l'application lorsque on cliquera sur le bouton Rappel config. Voilà, le voyage prend fin ici, j'espère avoir été assez clair. J'ai oublié de mentionner les principaux outils logiciels ainsi que les interfaces d'implantation de programmes ou de design. Pour la synthèse VHDL, j'ai utilisé cette version de Quartus.
Pour l'implantation dans le CPLD, j'ai utilisé cette USB Blaster. Pour la simulation VHDL, cette version de Model Sim. Pour le développement en assembleur à destination du PIC, cette bonne vieille version de MPLAB, simple et rapide d'utilisation. Et enfin, cette interface de programmation PIC-Kit 3 pour l'implantation du programme dans les microcontrôleurs PIC. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et éventuellement de cocher le petit pouce ci-dessous sans vous tromper de sens. Derrière, en post-scriptum, le passage en revue des différents schémas électroniques du système. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Alors voici la première des deux pages du schéma électronique de la partie émission. On va se contenter de présenter les principaux composants. Donc le CPLD, le microcontrôleur PIC, le module réseau WIZnet à base de W5500, le convertisseur analogique numérique stéréo pour bus I2S dans le cas donc qui a de l'intérêt dans le cas de l'utilisation d'une source audio stéréo analogique, source audio qui arrive donc ici, une protection ESD contre les décharges d'électricité statique, ensuite condensateur de liaison non polarisé, série Muse de Nichicon. Ensuite, la sortie numérique de ce convertisseur est envoyée sur ce connecteur qui va recevoir un inverseur mécanique permettant donc de sélectionner entre le convertisseur et donc l'entrée analogique ou encore les entrées SPDIF et fibre optique présentées sur la seconde page. Ensuite, le microcontrôleur PIC, on voit ici son connecteur de programmation in situ sur lequel on peut connecter un PIC-Kit 3 et on va utiliser MPLAB pour télécharger le programme. Le connecteur config destiné à recevoir un interrupteur pour mettre le système en mode configuration, en particulier configuration des paramètres réseau. Ensuite, l'aide donc de saturation du canal gauche, l'aide de saturation du canal droit. Ces LED n'ont un intérêt que dans le cadre de l'utilisation d'une source audio analogique. Ensuite, la LED bicolore d'état. Au niveau des alimentations, eh bien, on démarre d'un 12 volts continu, une protection à base de polyswitch, un premier régulateur de tension qui nous génère du 9 volts utilisé sur la seconde page du schéma. Ensuite, et on enchaîne sur un régulateur 5 volts. On récupère ce 5 volts pour alimenter ici la platine CPLD. Et sur cette platine se trouve un régulateur de tension 3 volts 3. On récupère ce 3 volts 3 pour alimenter le module WIZnet, le convertisseur analogique numérique et le microcontrôleur PIC. Au niveau horloge, eh bien, il n'y a qu'une seule horloge, c'est-à-dire l'oscillateur présent sur la platine CPLD. À l'origine, c'est un oscillateur à 50 mégas qu'il faut absolument changer pour un oscillateur à 49 mégas 152, de telle façon à rester compatible avec les horloges I2S pour une utilisation avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz. Ce 49 mégas 152, on le récupère aussi pour attaquer l'entrée d'horloge du microcontrôleur PIC. Ainsi, tout le monde fonctionne à la même, bien sûr à la même fréquence, mais surtout on évite ainsi, puisqu'on n'a qu'une seule source d'horloge, on évite les glissements de phase, la gigue ou encore en anglais le jitter. Voyons maintenant la deuxième page du schéma électronique de la partie émission. On y voit au cœur un convertisseur SPDIF I2S WM8804 de ex-Volson, maintenant qui a été donc racheté par Cirrus Logic. Sa configuration et les composants qui se trouvent autour, c'est ni plus ni moins que l'application de ce qui est préconisé dans sa documentation. À noter qu'il utilise sa propre horloge et
que donc cela contredit un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur une unique horloge du système à 49 mégas 152. Néanmoins, ce circuit fonctionne en mode esclave pour sa sortie de données I2S et il se laisse piloter par l'horloge mot et l'horloge bit, ces horloges étant générées donc par le CPLD. Le WM8804 intègre aussi une PLL qui, selon la doc, il est conseillé d'utiliser un régulateur 3V3 dédié et c'est ce que l'on retrouve ici. À noter que ce 3V3 est aussi utilisé pour alimenter le convertisseur analogique numérique de la première page et que donc cela contredit ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce convertisseur analogique numérique n'est pas alimenté par le régulateur 3V3 de la platine CPLD. En bas du schéma, on retrouve dans le cadre de l'utilisation d'une source audio analogique, on retrouve pour chaque canal un étage d'amplification à base donc de l'ampli TL071. L'objectif est d'élever l'impédance pour influer le moins possible sur les entrées analogiques du système. Ces amplis sont alimentés de façon asymétrique par le 9 volts généré par le régulateur présenté sur la première page. Et ça, pour chaque canal, c'est envoyé sur une entrée analogique du pic et plus précisément sur un comparateur du pic utilisé justement pour la détection de saturation sur la voie correspondante. La Zener qui se trouve ici permet d'éviter d'envoyer une tension supérieure à 3 volts ou 3V3, c'est-à-dire une tension supérieure à la tension d'alimentation du microcontrôleur PIC, ce qui est donc fortement déconseillé. Le schéma de la partie réception tient ici en une seule page. On retrouve la même architecture de base que pour la partie émission avec le CPLD, le microcontrôleur PIC et le module réseau WIZnet. Par contre, au niveau conversion, c'est l'inverse. On a un convertisseur cette fois numérique analogique. On entre en I2S et donc on sort en analogique à ce niveau-là. Ensuite, deux tensions d'alimentation, du 3V3 pour sa partie numérique et du 9 volts pour sa partie analogique, sachant qu'il existe aussi une version 12 volts. Donc, une fois ici en analogique, on passe par deux condensateurs de liaison non polarisés Muse de Nichicon. On retrouve d'ailleurs ce type de condensateur ici sur les sorties analogiques finales. On passe par un filtre anti-repliement, plus ou moins conseillé par Wolfson. Un tel filtre existe déjà dans le convertisseur. Puis les signaux analogiques de chaque canal rentrent dans ce processeur audio, alimenté en 9 volts et à commande par bus I2C. SDA est bidirectionnel, SCL est unidirectionnel. Malgré sa tension d'alim de 9 volts, le bus rappelé à 3V3 ici fonctionne parfaitement. Au niveau I2C, lui est bien sûr esclave, lui est bien sûr maître, et c'est le microcontrôleur qui envoie donc les commandes au processeur audio. En sortie du processeur audio, une sortie donc analogique stéréo, une sortie analogique mono somme des deux canaux, moins 3 dB. Les connecteurs sont protégés contre l'électricité statique ici. Ensuite, un détail d'ailleurs, il est vrai qu'à l'origine, il n'était pas prévu d'utiliser un processeur audio et de sortir directement vers l'extérieur avec ici, en sortie du convertisseur numérique analogique. Le choix du WM8521 a été fait notamment grâce à son haut niveau de sortie, 2 volts RMS, et après le fait d'avoir utilisé un processeur audio peut présenter un petit souci, dans la mesure où il faut veiller ici à ne pas sortir trop fort du convertisseur pour ne pas saturer à l'entrée du processeur audio. Peut-être qu'à ce niveau-là, une division de tension serait la bienvenue.
Ensuite, présentons davantage le TDA 7418. Donc, c'est un circuit de ST Microelectronics. Il intègre un égaliseur 3 bandes. À l'origine, destiné à des applications automobiles, mais fonctionne parfaitement, remplit parfaitement son rôle ici. Tous les réglages se font par pas de 1 dB. On a plusieurs possibilités de réglage de volume, dans la fourchette de plus 15 dB à moins 79 dB. Donc, une amplification possible. Et avec ici également une position mute. Pour l'égalisation, on a la possibilité de régler les basses de moins 15 dB à plus 15 dB avec 4 fréquences centrales et 4 valeurs pour le facteur Q. Idem pour les médiums, idem pour les aigus, sauf que pas de possibilité de régler le facteur Q. Ensuite, on revient au schéma. Donc le microcontrôleur PIC ici, on retrouve son connecteur de programmation in situ pour recevoir un PIC-Kit 3 et pouvoir télécharger le programme depuis par exemple MPLAB de Microchip. Ici, un connecteur pour l'interrupteur de configuration pour amener les paramètres réseau et via le réseau et donc les mémoriser en 2 EPROM dans le PIC. Et puis ici, la LED d'état bicolore. Ensuite, au niveau des tensions d'alim, on démarre de 12 volts continu. Ensuite, on passe par un polyswitch. Un premier régulateur de tension qui va nous générer 9 volts utile ici et puis là. Après, on passe par un régulateur 5 volts qui va permettre d'alimenter la platine CPLD. Platine sur laquelle, on rappelle, il y a un régulateur 3 volts 3 dont on récupère la tension pour alimenter le PIC, le module WISNet et la partie numérique du convertisseur. Au niveau horloge, on utilise une seule horloge, ce qui évite les problèmes donc de glissement de phase notamment. Et on utilise donc l'oscillateur à 49 mégas 152 de la platine CPLD, qui à l'origine est un oscillateur à 50 mégas qu'il faut impérativement changer pour que l'ensemble puisse bien travailler à la fréquence de 48 kHz, des fréquences d'échantillonnage. Et cette horloge à 49 mégas 152 est également utilisée pour cadencer le pic. Ensuite, ici, on retrouve des connecteurs d'extension avec les diverses alimentations possibles et la sortie I2S. L'idée, c'est avec un circuit dédié type WM8804 par exemple, ou plus simple peut-être, pouvoir sortir en numérique en SPDIF coax ou encore en fibre Toslink.